M-E-T-H-O-D, man. M-E-T-H-O-D, man. Hey, you, get off my cloud. En 2023, les États-Unis fêtent les 50 ans du hip-hop. 50 ans, c'est beaucoup. C'est par exemple le premier choc pétrolier. En gros, la vie française était une vie de facilité, même si les Français ne s'en rendaient pas toujours compte. La mort de Picasso ou la naissance de Sean Paul. Quoi, Sean Paul a 50 ans ? Oui, mais ne t'égare pas trop. Le hip-hop fête donc ses 50 ans, mais il est en pleine forme. Le rap est bien installé en tête des ventes, surtout en France. Et pour ça, il peut compter sur plusieurs points forts, comme ses influences multiples ou ses stratégies commerciales innovantes. C'est ce qu'on va voir dans cette seconde saison de Rap Business. Mais pour commencer, arrêtons-nous sur une autre caractéristique bluffante du rap, sa capacité d'adaptation. Avec en particulier un phénomène marquant ces dernières années, les morceaux de rap raccourcissent. Le premier à avoir mis le doigt sur cette intrigue, c'est Ben. Nice to meet you, man. Ben est australien. Il aime le rap américain et les tableaux Excel. C'est succulent. Depuis quelques années, Ben a compté plein de choses, comme le nombre de fois où Lil Wayne a dit dans ses morceaux, déjà près de 900 fois, ou le nombre de jours de retard qu'a eu chaque album de Kanye West, plus de 500 pour The Life of Pablo. Et puis en 2018, l'oreille de Ben a été attirée par autre chose. Hip-hop songs were getting shorter. Ben se dit donc, Well, I could just count that. il se penche alors sur les 10 albums de rap les plus vendus chaque année. Et là, Wow, it was probably one of the most pure analyses I've ever run. It's dropping. This trend has been really overt. Ok, jusque-là, Ben n'a compté que quelques albums de stars américaines. C'est pas forcément représentatif. Donc on a voulu aller plus loin. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en France aussi, il existe un Ben, ou plutôt deux Ben. Enfin, il s'appelle pas vraiment Ben, mais Jules et Maxime. Je crois que j'ai appuyé sur le micro au moment où j'ai dit ça. Jules et Maxime ont créé des algorithmes très malins qui analysent quasiment tout le rap français. On a récupéré beaucoup de morceaux, je crois environ 80 000. 90 000. 90 000, voilà. Et on a fait des moyennes par année. Ce que leurs données montrent, c'est que dans les décennies 90 puis 2000, un morceau de rap durait en moyenne 4 minutes. Mais ces dernières années, ça a chuté. 3 minutes 45, 3 minutes 30, 3 minutes. Ça se casse complètement la gueule. Concrètement, ça, c'est le schéma classique d'un morceau de rap dans les années 90-2000. 3 couplets séparés par un refrain. Et ça, c'est une bonne façon de le réduire. Forcément, ce qui a sauté en premier, c'est le troisième couplet qu'on a mis à la poubelle. Avant, environ la moitié des morceaux de rap comptaient 3 couplets. En 2022, c'est moins de 10%. De plus en plus, les morceaux ne contiennent que 2 couplets, voire un seul. ok, les données sont claires. C'est une hécatombe. Bon, maintenant, la question c'est... Comment expliquer que les morceaux de rap se réduisent ? En me renseignant, j'ai identifié plusieurs raisons, et je les ai classées en 2 groupes. Premièrement, plein d'arguments sociologiques, philosophiques, anthropologiques, qu'on va résumer avec des images d'arc-en-ciel libres de droit. Aujourd'hui, tout va plus vite. Les jeunes ne savent plus s'ennuyer. Nous sommes noyés sous une profusion d'offres, créant une société du zapping permanent. Très bien. Et deuxièmement, il y a... Et cette fois, pour en parler, il y a beaucoup mieux qu'un arc-en-ciel. Il y a Sofian Fanen. Allez, on lui ajoute quand même un arc-en-ciel, parce qu'il a écrit ce livre, très utile. Je lui ai demandé comment on explique que le streaming raccourcisse les morceaux. Et il m'a répondu La logique économique, flux permanent, volume de stream, démultiplier les revenus concurrents, part de marché, les algorithmes, etc. Les classements. On fera un schéma. Ok, imaginons une plateforme de streaming nommée Spotizer, avec 2 utilisatrices, Doria et Odette, qui paient 10 € par mois. Avec cet abonnement, Doria écoute uniquement Damso. Odette, uniquement son petit-fils, Oscar. On pourrait donc penser que l'argent de Doria va à Damso et l'argent d'Odette à Oscar. Mais non. Leurs sous sont mis dans un pot commun. Sauf que Doria écoute Damso en boucle, alors qu'Odette
écoute Oscar de temps en temps. Au total, Damso cumule donc beaucoup plus d'écoutes et il récupère l'immense majorité de la somme. Le mois suivant, pour gagner plus, il faut donc qu'Oscar génère plus d'écoutes. Et surtout qu'il augmente même plus vite que Damso, pour renverser le rapport de force. Les artistes sont des hamsters dans une roue, il faut mouliner, être plus visible que les autres. Et l'une des techniques pour faire le plus de streams, c'est de réduire la durée des morceaux et de démultiplier aussi les nombres de morceaux. Comme ça, les gens en écoutent plus dans le temps qu'ils ont à consacrer à la musique. Bref, avec le streaming, des morceaux courts, c'est possiblement plus d'écoute, et donc plus d'argent. Alors, entre parenthèses, on parle ici de morceaux plus courts. Mais ça, c'est juste un des changements qu'on observe avec le streaming, parce qu'il y en a d'autres. Par exemple, le début des morceaux évolue aussi. Il doit être très accrocheur. Pardon maman, pardon Dieu. Parce que pour être comptabilisé comme une écoute, il faut qu'un titre soit écouté au moins 30 secondes. Virer l'intro, aller directement à la partie efficace qu'on appelle le hook. Ce refrain qui va rentrer dans l'oreille, c'est la règle numéro 1. Depuis les années 2010, un morceau a 2 fois plus de chances de commencer par son refrain. Alors, tous ces changements ne concernent pas uniquement le rap. Angèle, Rosalia, Billie Eilish. Mais le rap a une longueur d'avance. C'est la première musique à défricher le monde du streaming. Et en plus, c'est une musique qui a une passion pour le chiffre. Non, franchement, premier des tendances, c'est propre, hein, 3 millions de vues. Grosse force à toi et repose-toi bien. Voilà, on a bien compris que le rap changeait. Après, j'avais une petite question encore. Oui, moi aussi. Et une question qui est même primordiale en fait. Est-ce que c'est grave ? Je sais pas. Eh bien, disons que la disparition du 3e couplet en particulier génère pas mal de critiques. Pour certains, ce serait révélateur de la fin d'une époque dans le rap, une époque où l'écriture était primordiale. Je suis allé partager tout ça avec Mehdi Maizi. Et il confirme qu'il n'est pas juste question de morceaux plus courts. Le fond change aussi. On pourrait parler de la mort du storytelling aussi. Avant, c'était un passage obligé sur un album de rap. Tous les classiques de rap des années 90 ont un storytelling. L'école du micro d'argent, Opéra, Puccino, Ready to Die de Biggie. Il y a toujours un moment où tu racontes une histoire. Dans ce cas de figure, souvent, le 3e couplet, c'est le dénouement de l'histoire. Aujourd'hui, c'est un code qui est parti. Malgré tout, tous les spécialistes que j'ai rencontrés restent plutôt positifs. Et c'est pas très grave, quoi. Certes, le rap se transforme, certes, il perd un couplet, mais il a gagné plein d'autres choses. De nouvelles structures, des mélodies, du chant, il emprunte à la pop, à l'électro, etc. Bref, faire long n'est pas une fin en soi. Parfois, il y a plus d'émotion dans une onomatopée d'Ademo que dans un couplet de 32 mesures d'un autre rappeur, en fait. Enfin, pour l'anecdote, même si Kanye West est souvent en retard pour sortir ses albums, il est l'un des artistes qui avait amorcé ce mouvement avec beaucoup d'avance, il y a 15 ans déjà. A lot of times with people who write stuff on paper and then try to lay it on a track, it just becomes very boring. Rap songs, you don't even want to listen to them to the 3rd verse anymore. I try to keep it as exciting as possible. You wait a couple months, then you gon' see you'll never find nobody better than. Nous sommes le 16 novembre 2019. À l'intérieur de l'Accor Arena, 16 000 personnes s'impatientent. Lorsque du plafond descend un homme masqué. Le rappeur Vald. Un des rappeurs les plus brillants de la scène française. Pour le premier concert de sa vie à l'Accor Arena, l'ambiance est folle. Voici Mehdi Guebi, le manager de Vald. Pour lui aussi, ce concert, c'est le fuego. Et puis la fête a pris une autre tournure. Ensuite, quand on a demandé l'arrêté des comptes, je découvre qu'on s'est bien mis dedans quand même. On est en déficit de quasiment 1,5 million. C'est énormément d'argent. Certes, et pour perdre autant d'argent, on pourrait croire que Mehdi a fait n'importe quoi. Mais pas du tout. En fait, il est loin d'être le seul à avoir perdu énormément d'argent ici. Il y a beaucoup d'artistes qui se brûlent les ailes en allant à l'Accor Hotel Arena. Pourtant, les rappeurs sont de plus en plus nombreux à s'y précipiter. Depuis 2015, la programmation rap elle a été multipliée quasiment par 4. Alors pourquoi ?
Pourquoi tant d'artistes se ruinent à l'Accor Arena et pourquoi ils continuent de le faire. Comment perdre 500 000 € avec l'Accor Hotel Arena complète? Voilà, ça c'est Paris. Tour Eiffel, musée, Accor Arena, qui s'est aussi appelé Bercy, puis Accor Hotel Arena. Mais maintenant c'est Accor Arena, voilà. À sa construction, c'est la plus grande salle française. Eh bien oui, je suis heureux. Elle doit alors accueillir du sport. Les forces de la salle, c'est son côté assez compact. Vous avez l'impression que vous pouvez toucher le spectateur qui est là à 15 mètres. Alors là, on est dans la charpente. Et ça permet de faire quoi? D'accrocher tout le matériel des productions. On peut accrocher plus de 130 tonnes de matériel au-dessus de la scène. Tout ça a donc aussi attiré les artistes et permis de grands shows. Et Nicolas Dupeux, qui dirige aujourd'hui la salle, est très fier de ce lieu. Mythique, iconique, mythique et iconique. Et il n'est pas le seul. S'il y a bien un milieu où cette salle est aussi considérée comme mythique, c'est le rap. C'est la salle la plus citée dans les textes, devant les Zéniths et l'Olympia. M'imagine sur Bercy et je persiste. Je suis à Bercy. Demain, je ferai Bercy. Ensuite, le Bercy. Inch'Allah, je fais le Bercy. Pendant longtemps, c'était un fantasme, tu vois, de faire Bercy. Mais pendant longtemps, sauf exception, ça reste juste un fantasme. C'est une salle qui n'était pas vraiment accessible aux rappeurs parce que les rappeurs soit ne fédéraient pas assez, soit on leur ouvrait les portes plus difficilement. Ouais, parisien, parisienne, français, française. Tout change dans les années 2010. Le rap est en tête des ventes. Des artistes grand public, comme la Section d'Assaut ou Soprano, franchissent le pas. Et depuis, les vannes sont ouvertes. Il y a une explosion, on doit être aux alentours de 30-40% de la programmation autour du rap. Ça fait un Bercy. Une très belle histoire donc, mais n'oublions pas le sujet. C'est énormément d'argent. Quand on tape 3, 7, 7, 1, 3, 5, 0 sur une calculatrice et qu'on la retourne, ça fait oseille. Et ça tombe super bien parce que c'est de ça dont on va parler. Ce que coûte et ce que rapporte un concert à l'Accor Arena. Commençons justement par ce que ça rapporte, ça va aller vite. On s'adresse à un public qui est relativement jeune et qui n'a pas un pouvoir d'achat illimité. Le prix médian des places doit tourner aux alentours de 45 €. 45 fois 16 000 places, environ 700 000 €. Maintenant, passons au coût, c'est là que ça se gâte. Louer la salle, c'est entre 50 et 70 000 € par soir. Ce à quoi il faut ajouter les décors, le matériel, la promo, les dizaines voire centaines de personnes à rémunérer, etc. Bref, faire en sorte que tout ça ait un coût inférieur à ça, c'est compliqué. Sauf peut-être pour... Vianney, hein. Ceux qui viennent avec une guitare et un tabouret, honnêtement, en tout cas dans le rap ou l'urbain, pour nous c'est un peu plus délicat. C'est plus délicat car ces derniers temps, dans le rap, la facture a tendance à grimper. C'est ce que m'explique Eric Bellamy, qui organise des concerts de rap depuis plus de 20 ans. Le public maintenant qui commence à avoir vu de plus en plus de concerts de rap dans cette salle va comparer le show de l'un à l'autre. Donc il va falloir essayer de surprendre, de plus en plus investir sur de la scénographie, sur des effets, des choses comme ça pour tirer son épingle du jeu. Par exemple, PNL et ses ponts suspendus entre plusieurs scènes pleines d'écrans géants. Ou Laylo, ses décors en feu et sa pluie de fleurs. Quant à Vald... On a tout mis. Porte-avions, toutes les lumières possibles et inimaginables, pyrotechnie, CO2, boule à facettes, confetti, pérodactyle, dinosaures, écran immense, antenne parabolique, canon, énormément d'acteurs. Ce qui fait un total. On a eu un autre problème, le proscénium était à 12 mètres de haut et Vald a le vertige. Il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas. Il a fallu couper. Ça nous a coûté 20 000 €. Ok, ce qui nous fait donc un total de 1,2 million d'euros. 1,2 million de dépenses, moins 700 000 de recettes, Alors dans ce cas de figure, la seule manière de s'en sortir, ça peut être de répliquer le concert, et donc de multiplier les entrées, sans trop faire grimper les coûts. Par exemple, les artistes internationaux, qui rejouent ailleurs, ou bien les très gros artistes français, ceux qui peuvent remplir l'Accor Arena plusieurs soirs d'affilée. Mais pour les autres, ceux qui font ce qu'on appelle un one-shot, il est beaucoup plus probable de perdre des sous. Depuis, Mehdi et Vald se sont séparés. Mehdi cherche désormais à faire carrière dans la confection de dinosaures pour le cinéma. Bon ok, j'arrête, c'est nul.
Si on devait le refaire, peut-être qu'on ferait encore plus même, et on perdrait encore plus d'argent. Bon, depuis le début, on parle de perdre de l'argent ici. Mais la vérité, c'est que cet argent, il n'est pas vraiment perdu. Parce que Mehdi et tous les autres savent qu'en dépensant ici, ils pourront gagner beaucoup plus ensuite. Concert exceptionnel à l'Accor Arena de Paris, milliers de personnes. Un show incroyable, concert XXL. Paris, concentration de tous les médias, et ça résonne partout. C'est une énorme case que tu coches, en fait tu prends une autre dimension. Ça va être un investissement d'image. L'Accor Arena, ça place un gros projecteur médiatique sur l'artiste. Et ça peut se traduire dans son portefeuille d'au moins 3 manières. 1. Ça peut relancer les streams. 2. Ça attire des spectateurs dans les concerts suivants. Et 3. Ça permet surtout d'ouvrir les portes de 5. Les festivals. Enfin, celui-là, peut-être pas. Je sais pas. En tout cas... Passer en festival, c'est là vraiment que tu rentabilises et que tu prends beaucoup d'argent. Pourquoi ? Eh bien, car en festival, pour l'artiste, une grande partie des coûts disparaissent. Pas de promo à faire, pas de technicien à payer, pas de matériel à transporter. C'est le festival qui s'en occupe. Tu peux gagner 20 000, 25 000 euros de marge, alors qu'en salle, c'est pas toujours évident de gagner autant d'argent. Et alors, passer en festival après un concert complet à l'Accor Arena, ça change tout. Ça veut dire que tu ramènes du monde, et donc ça veut dire que tu vas permettre au festival de vendre des billets. Ton prix, il peut passer du simple au double. Tu vas en festival avec un setup beaucoup moins impressionnant, et là tu prends des cachets de superstars. Bon, malheureusement, dans le cas de Vald, ça s'est moyennement vérifié. Peu de temps après son concert à l'Accor Arena, est arrivé le Covid. Et donc, plus aucun festival. Donc là, vous avez toujours pas amorti ce concert de 2019 ? Non, il sera amorti cette année. Pas forcément pour très longtemps. En novembre 2022, Vald prévoit un nouveau concert à l'Accor Arena. Elle veut que je sois son médicament. Oh mamacita, oh mamacita. Est-ce que vous avez déjà entendu ces titres ? Bien sûr que oui, sinon faut vous remettre en question. Ils ont un point commun qu'on peut repérer quand on entend cette guitare, ce rythme là derrière, ou ce mot. Ça veut dire policier en lingala. Tout ça est lié au Congo. Et d'ailleurs, Gims, Nino, Niska ont tous des parents congolais. Et c'est loin d'être les seuls. On pourrait aussi citer Damso, Gradure, Kobalade ou encore tout cela. Prenons les albums de rap les plus vendus sur les 10 dernières années. Eh bien, les rappeurs d'origine congolaise sont souvent derrière un quart de ces albums. Ouais, ça fait beaucoup. Et c'est d'autant plus intriguant quand on ajoute cette autre information. Les Congolais ne représentent que 0,2% de la population en France. Alors, on ne dispose pas du chiffre exact pour leurs descendants, mais on peut quand même dire que l'ensemble est ultra minoritaire dans le pays. Donc la question c'est, comment expliquer ce poids si important des rappeurs d'origine congolaise ? Congolais comme 80% du rap français. Alors, avant de commencer, je précise un truc. Le Congo, c'est ici et ici. L'un a été colonisé par la France, l'autre par la Belgique. 2 pays francophones donc, comme d'autres dans la région. Et les 2 pays sont concernés par notre sujet. Côte d'Ivoire, Cameroun, Tanzanie, Kenya, Zambie. Je ne peux pas te dire le nombre de personnes qui m'ont contacté de cette région-là qui disent « Comment ça se fait que les Congolais dominent la musique chez nous? Comment est-ce qu'ils font ?» Voilà Bob White. Il est canadien en effet. Et il a passé 15 ans à étudier la musique congolaise. Moi aussi, je lui ai demandé comment ça se fait que les Congolais se sont autant imposés dans la musique. Et d'après lui, il a fallu beaucoup plus que du hasard. C'est pour des raisons historiques. Disons qu'on peut voir ça comme un potager. Au départ, il y a un terreau très fertile, ici. D'après Bob, on y trouve notamment une tradition ancienne de chant et de danse. La religion chrétienne qui encourage la pratique musicale, le lingala, une langue mélodique parlée au Congo, et puis ça. Un rythme présent dans les musiques anciennes de la région. Lors de la traite négrière, de nombreux esclaves sont envoyés en Amérique, notamment à Cuba. Ils participent à la naissance d'une musique où l'on retrouve ce... Cette musique, c'est la rumba cubaine.
Alors, quand au début du XXe siècle, des marins apportent des disques de rumba cubaine au Congo, ça a fait comme une sorte de réaction chimique. C'est un peu comme le retour de l'enfant perdu, là. Des musiciens congolais modifient la recette et donnent naissance à la rumba congolaise. Bon, mais ensuite, pour que la rumba congolaise pousse très haut, il a quand même fallu quelques engrais, notamment cet homme, un commerçant grec installé au Congo, qui enregistre et diffuse les premiers titres de rumba congolaise à la fin des années 40. La radio nationale, qui relaie tout ça loin sur le continent, et Mobutu, dictateur en RDC, qui en fait un élément de gloire et finance des artistes. Au final, la rumba congolaise a été un succès durant toute la seconde moitié du XXe siècle. En 2021, l'UNESCO l'a même inscrite au patrimoine mondial. Et les Congolais, forcément, en sont plutôt fiers. Ils sont pas fiers là, ils sont hyper fiers. Mais alors, comment est-ce que ça nous amène à ça? Je suis le fils du Congo, je suis le fils de Kinshasa. Je suis du Zaïre, faire des concerts au Zaïre. Je veux représenter Brazzaville. Ça se voit qu'ils sont pas congolais. Congolais mauvais, un peu trop impliqué. De Kinshasa jusqu'à Brazzaville. Comment est-ce que la diaspora congolaise a-t-elle réussi à réinvestir sa culture musicale dans le rap français? Utilisons encore une métaphore. Imaginons que le succès de ces rappeurs d'origine congolaise soit une chanson. Comme toutes les chansons, elle est composée de plusieurs pistes distinctes qui font que la chanson fonctionne. Pour bien analyser chacune de ces pistes, on a demandé de l'aide à deux anthropologues, Anna Kuomo et Laura Steil, ainsi qu'au beatmaker Danny Sainté, qui a notamment composé ça, ça ou ça. Et avec eux, on a réussi à isoler 4 éléments derrière le succès des rappeurs d'origine congolaise. 1. Pas hyper étonnant, la culture musicale congolaise se transmet entre générations. La musique, elle incarne un art de vivre. Elle est omniprésente. Il y a un truc indéniable, c'est que quand j'allais chez mes amis plus jeunes, il y avait moins de musique chez eux que chez moi. Plusieurs rappeurs ont même pour parents des musiciens renommés, comme Gims, Youssoupha ou Nino. 2. La religion. Congo et RDC sont deux pays très majoritairement chrétiens, beaucoup plus que d'autres pays d'Afrique francophone. Et en Europe, les églises sont toujours des lieux importants de rassemblement pour la diaspora. L'église, c'est une école de musique. Il y a des représentations tous les dimanches et donc il faut jouer. Mon père, il est pasteur et je joue à l'église le dimanche. Et il y en a plein qui ont baigné dedans, soit dans les chorales, soit à la guitare, soit au piano. 3. Le travail de pionniers, comme le groupe Bissona Bisso, mené notamment par des rappeurs franco-congolais. À la fin des années 90, ils introduisent dans le rap de nouvelles sonorités, de nouvelles références culturelles. Et ça cartonne. 100% Congo, Weston, Croco, Bisso, Bissona Bisso. Avec eux commence un changement de regard sur l'Afrique, sur aussi la musique de leurs parents. Tout d'un coup, ça va devenir cool. J'avais 9 ans à ce moment-là, c'était le truc le plus marquant. Après ça, des générations d'artistes ont beaucoup plus fait appel à la culture africaine dans leur musique. Quand tu écoutes les sons de Niska, souvent derrière t'entends des bendo da bendo, oui, allez dehors. Et ça, c'est des trucs qui sont typiquement congolais. Une pratique héritée des Atalakou, ces animateurs qui haranguent la foule à côté du DJ ou de l'orchestre. Enfin, 4e point, le rôle de l'image. La musique congolaise, ce n'est pas que de la musique, c'est un spectacle qu'on regarde, notamment pour ses danses. Des fois même je trouvais ça barbant, je préférais avoir les dessins animés, mais t'avais Kofi Olomide qui était là devant toi en mode « Allez, essaye de danser pareil ». Alors, à la fin des années 2000, quand YouTube, Facebook, puis Instagram ou TikTok s'imposent et mettent en valeur l'image, la jeunesse d'origine congolaise, quelque part, a un temps d'avance dans le sens qu'il y a une culture de la musique en image à travers la danse, la chorégraphie, mais aussi à travers l'habillement. Y'a le tarpé qui dort près de l'oseille dans le cagibi. Alors, chaque artiste a évidemment son propre parcours, mais ces 4 pistes expliquent au moins en partie pourquoi la culture congolaise s'est si bien mariée au rap français. Et désormais, c'est même la bonne santé du rap qui donne une nouvelle visibilité aux stars de la rumba congolaise. Avant, il m'appelait le fils de Taboulay, maintenant pour appeler Taboulay, ils disent le père de Youssoupha.